Tous les pays de la planète doivent de l'argent. Les États-Unis accumulent une dette d'environ 38 000 milliards de dollars. Le Japon doit environ 9 000 milliards. En additionnant le tout, le monde porte une dette globale de plus de 315 000 milliards, soit le triple de la taille de l'économie mondiale elle-même. Et c'est ici que commence le véritable cauchemar. Si tout le monde doit, alors à qui exactement cet argent est-il dû? La réponse n'a rien à voir avec ce qu'on t'a enseigné à l'école ou dans les gros titres économiques. Quand tu suis la piste de ceux qui prêtent, quand tu investigues qui détient réellement les titres de la dette, tu découvres quelque chose de troublant. Le monde ne doit pas d'argent à une autre planète, ni à une entité divine. Il se doit à lui-même. Et c'est le point le plus ingénieusement sinistre de tout le système. 4 hommes, à différents moments de l'histoire, ont dessiné le squelette de ce piège. 4 banquiers qui, au cours de 3 siècles, ont créé un mécanisme où la dette n'est jamais remboursée, où les gouvernements deviennent des emprunteurs éternels et où les intérêts s'écoulent incessamment vers le sommet de la pyramide. Ils n'ont eu besoin ni de conspirations secrètes, ni de sociétés occultes. Le plan fut exécuté au grand jour, enregistré dans des contrats, voté dans des parlements et légitimé par des lois. Et quand tu comprends comment chaque pièce a été emboîtée, tu réalises que l'effondrement de l'économie mondiale n'est pas une erreur. C'est le système fonctionnant parfaitement. Aujourd'hui, le monde vit à l'intérieur de cette toile invisible. Et pour la comprendre, nous devons revenir au commencement. Revenir au moment où le premier architecte de la dette, un commerçant écossais nommé William Paterson, présenta au roi d'Angleterre une proposition qui changerait le destin financier de la civilisation pour toujours. Avant 1694, les rois faisaient ce que tout dirigeant ruiné ferait. Ils empruntèrent de l'argent à des marchands et des nobles en échange de promesses de paiement avec intérêt. S'ils ne pouvaient pas payer, ils faisaient défaut et le créancier supportait la perte. C'était un jeu risqué, humiliant pour les rois et limité pour les banquiers. Les dettes à cette époque naissaient et mouraient. Rien n'était éternel. Jusqu'à ce que William Paterson surgisse avec une idée qui changerait les règles du jeu pour toujours. L'Angleterre était en faillite, embourbée dans les guerres contre la France, et le roi Guillaume III avait besoin de ressources de toute urgence. Le trésor était vide, les impôts ne couvraient pas les dépenses et les créanciers ne faisaient plus confiance au trône britannique. C'est alors que Paterson présenta sa proposition. Il réunirait un groupe de riches commerçants pour prêter 1 200 000 livres au gouvernement, l'équivalent d'environ 300 millions de livres actuels. Mais il y avait un détail révolutionnaire dans cette proposition. Le gouvernement ne rembourserait jamais le capital. Jamais. L'accord prévoyait que l'État ne paierait que les intérêts de manière perpétuelle, 8% par an, pour toujours. En échange, Paterson proposa la création d'une nouvelle institution qui gérerait ce flux éternel de paiement, la Banque d'Angleterre. Le fonctionnement était simple et génial. Les commerçants remettraient leur or à la banque qui le prêterait au gouvernement. Le gouvernement, à son tour, paierait des intérêts annuels avec l'argent des impôts et la banque reverserait cette somme aux créanciers. L'emprunt ne serait jamais remboursé, mais tant qu'il y aurait des citoyens taxés, l'argent continuerait de monter. C'était la naissance de la dette nationale permanente. Le Parlement approuva le plan en 1694 et à ce moment-là, l'Angleterre créa quelque chose qu'aucun empire avant elle n'avait tenté. Un système où l'endettement de l'État n'était pas un problème à résoudre, mais un rouage essentiel au fonctionnement du pouvoir. La Banque d'Angleterre naissait, et avec elle, le concept moderne d'esclavage financier. Ce que personne ne perçut immédiatement, c'est que Paterson avait créé un mécanisme aussi sophistiqué que pervers. En transformant la dette en une obligation éternelle, il construisit une machine qui générait des profits sans produire absolument rien. Le gouvernement payait des intérêts de 8% par an sur 1 200 000 livres, environ 96 000 livres annuels, indéfiniment. Les commerçants avaient en pratique acheté une rente garantie par l'État. Tant que l'Angleterre existerait et que ses citoyens pourraient être taxés, le flux d'argent ne cesserait jamais. Et si un investisseur voulait récupérer son or, il pouvait simplement vendre ses titres à un autre créancier. La dette était devenue un actif négociable, une marchandise. C'était la première fois dans l'histoire que l'endettement d'un gouvernement cessait d'être un fardeau et se transformait en une opportunité de profit constant. Mais le véritable coup de génie vint juste après.
la Banque d'Angleterre reçut le droit d'émettre des billets de papier adossés à la dette du gouvernement. En d'autres termes, la banque pouvait imprimer de l'argent sur la base de promesses de paiement. L'or réel des créanciers se multipliait en papier. Et plus le gouvernement s'endettait, plus la banque pouvait créer de billets. Naissait alors l'alchimie moderne de l'argent. Transformer la dette en richesse. Ce modèle serait copié par toutes les grandes puissances européennes dans les décennies suivantes. La France créa son propre système de titres publics. Les Pays-Bas perfectionnèrent le modèle bancaire. Et en 1790, les États-Unis récemment indépendants, menés par Alexander Hamilton, adoptèrent exactement le même principe. La dette nationale n'était plus une anomalie, elle était le moteur de la nouvelle économie globale. Patterson mourut en 1719, sans jamais être devenu vraiment riche, mais son invention lui survécut et reste vivante aujourd'hui. Plus de 300 ans plus tard, le Royaume-Uni n'a toujours pas entièrement remboursé sa dette originale. Elle a été refinancée, expansée et empilée sur elle-même, se transformant en une structure immortelle. Le système avait été créé et le monde entier serait bientôt attiré à l'intérieur. Au début du XIXe siècle, le modèle créé par Patterson s'était déjà répandu en Europe, mais il existait encore une limitation. Chaque gouvernement négociait ses dettes de manière isolée et le système financier était lent, décentralisé et restreint aux plus riches. C'est alors que surgit le deuxième architecte de ce piège global, Nathan Rothschild, l'homme qui industrialisa la dette souveraine et en fit le cœur palpitant de l'économie mondiale. La famille Rothschild commença comme une dynastie de banquiers à Francfort. C'étaient 5 frères, et chacun fut envoyé dans l'une des grandes capitales d'Europe, Londres, Paris, Vienne, Naples et Francfort. Ce réseau leur permit de déplacer de l'argent et des informations avec une vitesse qu'aucun gouvernement ne pouvait suivre. Nathan, établi à Londres, serait le cerveau de l'Empire. Pendant les guerres napoléoniennes, il devint le principal financier du gouvernement britannique. Mais ce qui le différenciait vraiment, c'était la manière dont il structurait les prêts. Au lieu de prêter directement à l'État, Nathan achetait des titres avec une décote et les revendait avec profit à des investisseurs. Ainsi, il créa un marché secondaire des dettes, quelque chose qui rendait la dette publique une marchandise globalement négociable. L'épisode le plus légendaire eut lieu en 1815, juste après la bataille de Waterloo. Rothschild reçut la nouvelle de la défaite de Napoléon avant tout autre homme à Londres. Utilisant son réseau de messagers, il répandit la rumeur que l'Angleterre avait perdu, provoquant la panique sur les marchés. Les investisseurs vendirent leurs titres en désespoir, et quand les prix s'effondrèrent, Rothschild acheta tout à prix bradé. Le lendemain, quand la vérité éclata, la victoire britannique, les titres grimpèrent en flèche et il fit des millions de bénéfices. Mais plus qu'un coup de génie financier, cela fut une démonstration de pouvoir. Nathan Rothschild avait découvert le secret fondamental du nouveau système, qui contrôle l'information, contrôle le marché. Et à partir de là, aucun gouvernement européen n'oserait émettre de la dette sans passer par les mains de sa famille. La génialité des Rothschild était de transformer la dette de chaque pays en un tissu unique, interconnecté et impossible à rompre. Avant eux, un gouvernement pouvait simplement faire défaut et repartir de zéro. Après eux, cela devint pratiquement un suicide économique. Nathan créa un réseau si vaste de créanciers et d'investisseurs que le non-paiement d'une seule dette pourrait faire s'effondrer tout le système financier européen. En 1820, les Rothschild dominaient le marché des titres souverains. Si un gouvernement avait besoin d'emprunts, il devait passer par eux. Pourquoi ? Parce qu'ils étaient les seuls à avoir le réseau nécessaire pour distribuer les titres à des investisseurs dans différents pays. Et plus que cela, c'était eux qui définissaient les taux, les conditions et les délais. Le pouvoir d'un roi ne venait plus de sa couronne, mais de sa signature au bas d'un contrat de dette. Cette interconnexion créa quelque chose de nouveau et de terrible, le risque systémique. Quand un pays devait, il devait à tout le monde. Les titres britanniques étaient entre les mains de Français, d'Allemands et d'Autrichiens. Les banques de Vienne utilisaient des dettes de Paris comme garantie et toute défaillance à un point du réseau signifiait un effondrement général. Le système était devenu trop grand pour échouer et donc impossible à arrêter. À partir de là, la dette cessa d'être seulement un instrument financier et devint un outil de contrôle politique.
Un pays qui cessait de payer n'était pas seulement en train de déshonorer ses créanciers, il menaçait l'équilibre de tout le système bancaire européen. Et les Rothschild, qui contrôlaient l'engrenage, devinrent indispensables. Aucune guerre, reconstruction ou empire ne s'élevait sans leur financement. À la fin du XIXe siècle, la famille Rothschild était plus riche que n'importe quel roi d'Europe. Ils ne construisirent pas de villes, ni n'inventèrent de machines, mais ils prêtèrent de l'argent à ceux qui le faisaient et prélevèrent des intérêts éternels sur le travail de génération. Le système de Patterson avait créé la dette. Les Rothschild la transformèrent en un réseau global, un piège si élégant que les gouvernements eux-mêmes se mirent à le défendre comme s'il était le progrès même. Au début du XXe siècle, la toile financière tissée par les Rothschild traversait les océans, mais le centre du pouvoir commençait à se déplacer de l'autre côté de l'Atlantique. Les États-Unis croissaient en richesse, mais leur système bancaire était encore désorganisé, fragmenté et dépendant de l'or. C'est dans ce contexte que surgit le troisième architecte de la dette éternelle, John Pierpont Morgan, l'homme qui transforma le chaos financier en un contrôle centralisé. En 1907, une crise s'empara de Wall Street. Des banques firent faillite, la panique se répandit et l'économie américaine fut au bord de l'effondrement. Ce fut JP Morgan qui intervint personnellement. Il réunit les principaux banquiers de New York dans sa propre bibliothèque, ferma les portes à clé et les obligea à utiliser leur propre argent pour sauver le système. Le plan fonctionna et Morgan fut salué comme un héros. Mais ce que peu réalisèrent, c'est qu'il avait prouvé quelque chose. Un seul homme pouvait stabiliser un pays entier. À 70 ans, Morgan savait qu'il ne pourrait pas répéter cet exploit éternellement. Alors, il décida de créer une structure qui perpétuerait son pouvoir. En 1910, un groupe de banquiers et d'hommes politiques, parmi lesquels le sénateur Nelson Aldrich, se réunit secrètement sur l'île de Jekyll, en Géorgie. Pendant des jours, ils élaborèrent le projet qui donnerait naissance à la Réserve fédérale, la Banque centrale américaine. Tout fut fait dans le secret, parce que si le public avait su que le système monétaire serait conçu par les banquiers eux-mêmes, il y aurait eu une révolte. Le plan fut ingénieux. La Réserve fédérale ne serait pas présentée comme une banque centrale, mais comme un système de réserve décentralisé et supervisé par le gouvernement. En pratique, cependant, le contrôle restait entre les mains des grandes banques de New York, qui seraient propriétaires des réserves régionales et auraient le pouvoir de créer de l'argent en achetant des titres du gouvernement. Le tour était joué. Quand le Congrès approuva la loi sur la Réserve fédérale en décembre 1913, peu comprirent ce pourquoi il votait. Le gouvernement avait livré le cœur de sa souveraineté financière aux mêmes hommes qui profitèrent de ses dettes. Morgan mourut la même année, mais sa création vivrait éternellement. À partir de là, le système était prêt à générer un endettement infini, soutenu par une source inépuisable d'argent créée ex nihilo. Avec la Réserve fédérale en opération, ce qui était auparavant limité devint infini. Le gouvernement des États-Unis n'avait plus à se soucier d'un manque de crédit. Chaque fois qu'il émettait de nouveaux titres, la Fed elle-même les achetait en utilisant de l'argent fraîchement créé. De l'argent qui ne venait ni des impôts ni de la production, mais de simples écritures comptables. Ainsi, l'endettement n'eut plus de frein. Chaque dollar généré naissait accompagné d'une dette, et chaque paiement d'intérêt alimentait les mêmes banques qui contrôlaient le système. Le résultat fut un mécanisme d'auto-expansion. Plus le gouvernement empruntait, plus il y avait d'argent. Plus il y avait d'argent, plus on pouvait prêter. La dette publique cessa d'être vue comme un poids pour devenir un actif, et l'intérêt, le tribut silencieux, devint le moteur de l'économie. La logique s'était inversée. Au lieu de travailler pour éliminer la dette, le gouvernement travaillait pour la maintenir vivante, car c'était d'elle que le système tirait sa force. Dans les décennies suivantes, les grandes puissances copièrent le modèle américain. L'Europe, le Japon et même les colonies en reconstruction adoptèrent des banques centrales façonnées sur le même principe, créer de l'argent à partir de la dette. Le monde entier commença à tourner autour d'un engrenage invisible, où la croissance dépendait de nouveaux emprunts et où l'effondrement était évité par encore plus d'endettement. Mais il y avait un problème croissant, l'inflation. Quand il y a trop d'argent en circulation et aucune production réelle pour le soutenir, la valeur de la monnaie commence à s'effriter. Dans les années 70, les États-Unis firent face exactement à cela.
Le dollar était affaibli, les prix s'envolaient et le pays perdait sa crédibilité internationale. C'était le début d'une nouvelle phase du piège et le moment où le quatrième architecte entrerait en scène. Son nom était Paul Volcker, président de la Réserve fédérale entre 1979 et 1987. Il fut l'homme qui consolida le pouvoir absolu du système. Volcker ne se contenta pas de contrôler l'inflation. Il redéfinit la relation entre le dollar et le reste de la planète, transformant la dette américaine en un instrument global de domination économique. Quand Paul Volcker prit les rênes de la Réserve fédérale, les États-Unis étaient plongés dans une crise de confiance. L'inflation dépassait les 2 chiffres, le dollar perdait de sa vigueur et le monde commençait à douter de la stabilité de la plus grande économie de la planète. Volcker savait qu'il devait agir vite et sa solution fut brutale. En 1979, il éleva le taux d'intérêt directeur de 11% à 20%, la plus forte hausse de l'histoire américaine. La stratégie fonctionna. L'inflation chuta, mais l'effet secondaire fut dévastateur. Des pays entiers, surtout ceux qui s'étaient endettés en dollars pendant les années de crédit facile, virent leur paiement d'intérêt tripler du jour au lendemain. Le Mexique, le Brésil, l'Argentine et des dizaines d'autres nations en développement furent mis à genoux. Les dettes, déjà impayables, devinrent simplement éternelles. En 1982, le Mexique déclara ne plus pouvoir payer. En théorie, cela aurait dû causer l'effondrement des grandes banques américaines qui avaient prêté des milliards. Mais Volcker intervint. Il orchestra avec le Fonds monétaire international un sauvetage déguisé. Le FMI prêterait de l'argent au Mexique et à d'autres pays pour qu'ils continuent de payer des intérêts aux mêmes banques qui les avaient endettés. Le système se sauvait, mais les nations perdaient leur souveraineté. Ces soi-disant prêts d'ajustement structurel venaient avec des conditions sévères: réduire les dépenses publiques, vendre des entreprises d'État, ouvrir le marché au capital étranger et dévaluer leur propre monnaie. En échange, les pays pouvaient continuer de respirer, à condition de maintenir le flux d'intérêts actifs. La dette n'était pas réduite, seulement restructurée. Le problème n'était pas résolu, il était transformé en routine. Ainsi, Volcker perfectionna le piège créé des siècles plus tôt. Il montra que la dette pouvait être utilisée comme un instrument politique, capable de plier des nations entières sans tirer un seul coup de feu. Le FMI devint le collecteur global du système, et ce qui était auparavant un mécanisme européen de domination devint une toile mondiale, où chaque gouvernement n'est qu'un client de plus payant le loyer pour le droit d'exister. Dans les décennies suivantes, le modèle de Volcker devint la norme globale. Chaque fois qu'un pays entrait en crise, le FMI surgissait avec le même remède: de nouveaux prêts pour que les anciennes dettes continuent d'être payées. Aucun problème n'était réellement résolu. On repoussait simplement l'effondrement. L'austérité devenait une forme de punition et la dépendance une stratégie de contrôle. Les nations s'endettaient pour survivre et le système lui-même se nourrissait du désespoir qu'il créait. Ce fut le cas de l'Argentine en 2001, de la Grèce en 2010 et du Sri Lanka en 2022. Le scénario se répétait toujours. D'abord, le pays s'effondrait, puis il acceptait les conditions imposées en échange d'aide: privatisation, coupes budgétaires, chômage, hausse des impôts. Tout cela pour garantir que les intérêts continuent d'être payés aux grands créanciers. La dette devenait perpétuelle et le pays perdait la capacité de décider de son propre destin. C'est là la véritable génialité sombre du système. Quand la dette devient impayable, elle n'est pas pardonnée. Elle est restructurée, refinancée sous de nouvelles conditions qui maintiennent le flux d'intérêts actifs. Le pays sort des soins intensifs, mais reste sous perfusion. Le temps passe, les gouvernements changent, mais le contrat invisible demeure. Le piège n'est pas financier, il est civilisationnel. Paul Volcker mourut en 2019, mais son héritage survit dans chaque budget national. L'engrenage qu'il perfectionna transforma le monde entier en un gigantesque marché de titres interconnectés. Aucun pays ne peut faire faillite sans entraîner le reste avec lui. C'est un équilibre fragile, soutenu par l'illusion que tout le monde en bénéficie, quand en réalité, tout le monde sert le même mécanisme. Aujourd'hui, même quand les nations ne peuvent pas payer, elles ne sont pas autorisées à faire faillite. Elles sont refinancées, restructurées, réendettées, et les intérêts continuent de monter, s'écoulant vers les mêmes mains que toujours, les banques centrales,
les fonds d'investissement et les institutions que personne n'a élues, mais qui gouvernent silencieusement par le crédit. 4 architectes, 4 pièces du même mécanisme. William Patterson rendit la dette permanente. L'État emprunte, paie des intérêts pour toujours et le capital ne revient jamais. Nathan Rothschild rendit la dette globalement négociable. Les titres passent de main en main et le défaut devient un risque systémique. JP Morgan implanta la logique de l'acheteur en dernier ressort, une banque centrale capable de créer de l'argent pour absorber les titres publics. Paul Volcker fixa la règle de fer. Quand la dette devient impayable, ne pardonne pas, restructure et maintient le flux des intérêts. Aujourd'hui, cet engrenage tourne sans demander la permission. Les États-Unis émettent des dizaines de milliers de milliards en titres. La Réserve fédérale garantit la demande. Les banques, fonds de pension et compagnies d'assurance traitent la dette comme un actif sans risque. La dette ne s'éteint pas, elle tourne, se refinance, se renouvelle et rémunère. Cet arrangement redéfinit le sens de payer. Le Trésor rembourse les échéances en émettant de nouveaux papiers et le système entier célèbre ce refinancement comme un signe de bonne santé. Ce qui importe n'est pas de réduire le stock, mais de servir la dette avec une régularité presque liturgique. Sur le plan politique, la discipline n'est pas fiscale, elle est financière. Tout doit être organisé pour garantir la priorité du service de la dette. Des budgets entiers sont construits à l'envers, en commençant par les intérêts, et seulement ensuite, on décide ce qui reste pour le reste. C'est pourquoi les crises sont paradoxalement fonctionnelles. Quand le risque augmente, la demande pour les titres sûrs augmente. Les banques centrales élargissent leur bilan et le circuit se renforce. Le système ne craint pas la tempête, il s'en nourrit. Qui soutient cet édifice? En grande partie, les sociétés elles-mêmes. Aux États-Unis, près de la moitié du stock est entre les mains de résidents. Fonds de pension, fonds mutuels, compagnies d'assurance, banques et la Réserve fédérale elle-même. Une autre part se trouve dans des entités publiques comme les fonds fiduciaires de la Sécurité sociale et de Medicare. Ces titres perdent des intérêts qui sortent du même contribuable, qui finance aussi la santé, l'éducation et l'infrastructure. C'est un retour circulaire. La société paie des impôts, le Trésor reverse les intérêts aux détenteurs de titres et les institutions les canalisent vers leurs porteurs de parts, majoritairement au sommet de la distribution des richesses. Ailleurs, la logique est identique. Le Japon porte environ 9 000 milliards de dettes, en grande partie absorbées par la Banque du Japon et par des institutions domestiques. L'Europe totalise environ 14 000 milliards, soutenue par les banques et la Banque centrale européenne. La Chine a internalisé une grande partie de sa dette dans des banques d'État. Tout s'entremêle. Le Japon achète des treasuries. L'Europe finance les pays émergents via des institutions multilatérales. Les États-Unis apportent des liquidités à l'Europe via des swaps et le FMI ferme le circuit quand la corde casse. C'est un écosystème. Touche un maillon, toute la chaîne vibre. Voici le tabou central. Remettre à zéro le stock réduirait la masse monétaire. Si tout le monde remboursait son capital en même temps, nous détruirions la base monétaire créée par la dette elle-même. Résultat probable, déflation, faillite en chaîne, dépression. Conclusion. Inconfortable. La dette n'est pas faite pour finir, elle est faite pour durer. Qui en profite structurellement? Les institutions qui gèrent l'épargne du monde. Des gestionnaires comme BlackRock, Vanguard, State Street, en plus des grandes compagnies d'assurance et banques dépositaires. Elles achètent des titres avec l'argent de tiers, retraite, épargne, primes d'assurance, et captent des frais et des rendements dans un flux annuel qui avoisine les 1000 milliards de dollars, rien que pour le cas américain, en ajoutant encore les intérêts de l'Europe et du Japon. Ce paiement d'intérêts fonctionne comme un loyer sur le temps des travailleurs. Il n'apparaît pas sur la fiche comme un impôt, mais agit comme tel. Un transfert continu du produit social vers ceux qui détiennent le crédit. C'est silencieux, légal et socialement accepté. Le type de pouvoir qui n'a pas besoin d'élever la voix. Il importe de noter, il n'y a pas eu de conspiration à travers les siècles. Il y a eu des solutions séquentielles qui ont toujours favorisé le créancier. Patterson créa la permanence. Rothschild, l'interconnexion. Morgan, l'acheteur infini. Volcker, le carcan de la restructuration.
Ensemble, ces couches ont formé une architecture où la dette est le fondement, non l'exception. Tant qu'il y aura confiance que l'intérêt sera servi, le circuit se maintient, même si le capital ne diminue jamais. Chaque nouveau titre est plus de collatéral, plus de base pour le crédit, plus de carburant pour le même moteur. C'est pourquoi 38 000 milliards ne sont pas en eux-mêmes une crise, c'est un modèle d'affaires. Et quand les comptes ne bouclent pas dans un pays, le manuel s'ouvre. Ajustement, privatisation, ouverture, monnaie plus faible et au final, plus de refinancement. La machine respire, le patient reste sous assistance respiratoire et la file avance. Aujourd'hui, le processus est automatique. Le Trésor émet des titres. La Réserve fédérale les achète avec de l'argent numérique créé en quelques secondes. Cet argent va au gouvernement, qui l'utilise pour financer des dépenses et des programmes publics. Ensuite, une partie de ce que les citoyens paient en impôts retourne aux détenteurs de ces titres, sous le nom élégant de service de la dette. C'est un transfert continu. Le même argent qui sort de la poche de la population retourne au sommet de la pyramide, filtré par des couches d'intérêt et d'intermédiation. Ce qui est curieux, c'est que plus le gouvernement dépense, plus le système se renforce, parce que de nouvelles dépenses signifient de nouveaux titres, et de nouveaux titres signifient plus d'actifs pour les banques, les fonds et les compagnies d'assurance. C'est un cycle parfait de rétroaction. Le système, en pratique, ne dépend pas de l'équilibre, il dépend de l'expansion. Il doit croître éternellement, même si le coût en est l'endettement collectif permanent. Si un pays décidait réellement de rembourser intégralement sa dette, le résultat serait un désastre. La base monétaire disparaîtrait, la liquidité s'évaporerait, les banques se bloqueraient, le système financier lui-même imploserait parce que sa structure est soutenue par l'endettement continu. C'est pourquoi la dette globale n'est pas une erreur de calcul, c'est une condition d'existence. Les banques centrales le savent, le FMI, la Banque mondiale et les grandes sociétés de gestion aussi. Et tant que la confiance se maintient, tant que les gens croient que le gouvernement peut payer, le jeu continue. Mais le paiement ne vient jamais, parce que l'objectif n'a jamais été de rembourser. L'objectif est de maintenir le flux d'intérêts, le courant invisible qui fait tourner le monde. Derrière les chiffres colossaux et les rapports techniques, il y a un fait simple. Le système financier global est une gigantesque machine d'extraction, et nous, citoyens ordinaires, sommes la source d'énergie qui la maintient allumée, non pas avec de l'or, mais avec du temps, du travail et de la foi. Il a fallu 3 siècles, 4 architectes et une seule et même logique. Transformer la dette en dépendance, la dépendance en contrôle et le contrôle en profit. Le monde entier opère maintenant à l'intérieur de cette structure invisible. Chaque pays, chaque banque, chaque travailleur est connecté par un fil qui conduit la même pulsation, celle des intérêts éternels. La dette publique, corporative et familiale totalise plus de 315 000 milliards de dollars. Rien de tout cela ne sera payé, et il n'est pas nécessaire que cela le soit. Le système n'a pas été construit pour rembourser, mais pour continuer de tourner. Parce que tant qu'il y a quelqu'un qui paie, il y a quelqu'un qui profite. Et tant qu'il y a de la confiance, il y aura plus de crédit, plus de titres, plus de refinancement. Ce qui était autrefois un outil de financement est devenu une prison élégante. Et, ironiquement, plus un pays croît, plus il s'enchaîne profondément. La prospérité moderne n'est que l'autre nom de la servitude financière. L'engrenage tourne, silencieux, soutenu par des milliards de personnes qui croient progresser alors qu'en réalité, elles ne font que maintenir le moteur allumé. Si cette vidéo a changé ta manière de voir le système, considère cette réflexion. La dette n'est pas un problème, elle est le fondement sur lequel le pouvoir s'élève. Et les intérêts sont le loyer que nous payons pour exister à l'intérieur de celui-ci. Pense à t'abonner à la chaîne pour continuer à dévoiler les rouages qui contrôlent le monde. Laisse ton like, partage cette vidéo et commente ce qui t'a le plus marqué. Et si tu veux faire le prochain pas dans cette réflexion, regarde la vidéo qui apparaît maintenant sur ton écran.